Ok, ça y est, je crois qu'on est en direct. Yes. Donc, bienvenue. On va quand même attendre peut-être une ou deux personnes qui nous rejoignent. Oui, au moins, ça serait bien d'avoir au moins une personne. Bonjour à tout le monde, on espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous êtes restés surtout bien au frais. Nous, ça va, on fait du rangement, on s'occupe de notre futur très très proche déménagement. Et en faisant le vide, le tri. Et voilà, on a appelé nos amis aussi. Et c'est super intéressant de faire ça, parce que ça permet aussi de voir ce qu'on a chez nous et ce qu'on a en nous à décoincer, à nettoyer. Ah donc ouais, ça, c'est plutôt bien. Ah ça bah fait oui, ça chez toi? ça fait ça chez moi, oui. Ok. Ah bah oui, moi j'avais entassé Nettoyage, plein de choses, quoi. Donc c'est nettoyage extérieur, nettoyage intérieur. Intégral. Voilà. C'est vrai, quand on nettoie, je dis toujours ça, hein, quand on nettoie notre appartement, notre intérieur, notre maison, ben, on se nettoie aussi intérieurement parce que ben, voilà, c'est important de le faire aussi. Quand on aère chez soi, on aère aussi chez soi à l'intérieur. Donc je sais que moi, quand je fais, quand je passe le balai, quand j'enlève la poussière, quand je fais le lit, des trucs tout simples, hein, ça me recentre à l'intérieur de moi-même et je me sens beaucoup plus organisée et rangée aussi à l'intérieur, quoi. Donc généralement, ouais. Faire le ménage chez soi, c'est aussi à l'intérieur de soi, ça marche. Voilà. Et puis aussi inversement, on attend que les personnes arrivent. Non mais c'est un truc, voilà, j'ai remarqué aussi, mais inversement, quand on se sent... quand on travaille beaucoup sur soi et qu'on fait le ménage au niveau développement personnel sur soi, et ben moi je sais que à la base je suis une grande bordélique et plus c'est clair dans ma tête et moins c'est le bordel dans mon appartement, dans la maison en fait. Donc ça marche dans les deux sens. On peut prendre le problème dans les deux sens. C'est vrai. De toute façon, dans tous les cas, tout est toujours imbriqué. Si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Ça, c'est clair. Salut tout le monde! Du coup, merci de nous rejoindre. Bonsoir, ouais, ça fait plaisir de vous voir. Sonam, donc salut. Le sujet de ce soir, c'était pas le ménage. Non, mais ça c'est l'intro, c'est l'apéritif. Voilà. Le sujet, c'était plutôt, on allait vous parler aujourd'hui de relations de couple en fait. Salut Pauline, salut tout le monde, Virginie. Il y en a certains, je connais pas les vrais noms des pseudos. Salut. Salut Pêche. Et donc voilà, merci de nous rejoindre. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de la relation de couple en fait. Parce que nous, on est tous les deux coachs, généralement en individuel, et on coach des personnes, en gros, à se révéler, à découvrir qui ils sont, et à découvrir quelle est la vie idéale qu'ils voudraient mener. Et nous, c'est le travail qu'on a fait aussi en individuel, chacun de notre côté. Mais le truc, c'est que, comme beaucoup, je suppose, de personnes qui sont là et qui vont regarder aussi, on a une vie de famille, peut-être une vie de couple, peut-être une vie avec des enfants encore. Et nous, il y en a certains, je pense qu'ils ont des enfants. Ah, je croyais que tu parlais de nous, qu'on avait une vie de famille avec des enfants. J'aurais te dire, surprise! Je les ai pas découverts, moi. Je sais pas où ils sont. Ils flottent autour, l'enfant. Ouais, peut-être dans un autre pays, on sait jamais. Et donc voilà, le but c'était qu'on vous partage un petit peu comment on fait nous pour pouvoir en fait s'accorder tous les deux pour vivre notre vie qui, en effet, sur les réseaux, on a déjà eu beaucoup ce type de messages, mais vous avez de la chance, vous vous accordez bien, ça se passe bien, vous avez tous les deux la même vision, vous allez dans le même sens, vous avez le même métier. Mais oui. C'est pas un coup de chance. Mais pas seulement, voilà, exactement. Voilà, c'est pas un coup de chance, c'est que c'est un travail à faire déjà personnellement. Ouais, ça c'est vraiment la première étape, c'est déjà clarifier la relation avec soi, quoi. Voilà, donc en fait pour qu'un couple marche, pour moi le couple c'est vraiment une équipe, on n'est pas là à se tirer dans les pattes l'un et l'autre, mais pour qu'un couple marche, il faut que les deux personnes marchent individuellement bien à l'intérieur d'elles-mêmes. Hein, c'est comme, un poumon. Je reprends l'exemple qu'on a parlé tout à l'heure sur les poumons, mais pour qu'un poumon, un système pulmonaire marche bien, il faut que le poumon gauche soit efficace, le poumon droit soit efficace aussi. Ça crée une entité, une équipe. Donc, individuellement parlant, moi j'ai fait du travail personnel sur moi, Eric l'a fait aussi, et on s'est rencontrés justement, notre route s'est rejointe justement quand tous les deux on était prêts en fait. Hein. C'est ça, c'est qu'en ayant travaillé chacun individuellement de notre côté,
on avait déterminé quelles étaient nos aspirations idéales de vie, les peurs qu'on avait, ce qui nous empêchait de sortir de notre routine et notre train-train quotidien, pour nous donner une direction. On a fait émerger ce qui étaient nos passions, ce qui étaient nos envies, là où on voulait vivre, ce qu'on voulait faire, comment, quel impact on voulait avoir, parce qu'on voulait tous les deux avoir un impact un peu plus sur le monde de manière générale. Ouais, et coucou Émilie, mais Ouais. même avant ça, c'est un sujet que certainement, enfin, qu'on ressasse tout le temps, mais c'est le plus important, apprendre à être bien avec soi-même, apprendre à s'aimer, apprendre à s'accorder du temps et à ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre, d'être dépendant, de ne pas attendre l'amour de quelqu'un d'autre pour venir combler quelque chose qui manque en nous. Voilà, c'est rassembler tous les fragments en nous pour se sentir complet et entier seul avant d'être en couple avec quelqu'un d'autre. Oui, alors pour info, oui Pauline, il y aura un replay, hein, t'inquiète pas. Donc les bases, en fait, déjà la première base pour qu'un couple fonctionne, c'est que chacun n'ait pas besoin de l'autre, mais envie d'être avec l'autre. C'est pas un besoin. Aujourd'hui, je suis pas avec Eric par besoin parce que j'ai appris à m'aimer moi-même et à m'apporter ce qu'un compagnon pourrait m'apporter moi-même. J'ai nourri ce truc en là et aujourd'hui c'est pour ça que je suis aussi bien toute seule, c'est pour ça que je peux voyager comme j'ai fait cette année, partir à Zanzibar en Afrique pendant 3 semaines sans souci et sans vraiment manque. Enfin, tu vois, j'ai pas... Donc voilà, ça c'est vraiment le fondement, la base, c'est de s'aimer réellement soi-même et de ne pas être dépendant affectif, en fait, de s'apporter soi-même cette affection, de se sentir entier, complet et de ne pas dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre. Voilà, de combler ce manque, ce vide. Moi, pour le faire, par exemple, je suis partie toute seule dans la nature pendant 3 semaines il y a 2 ans. Et clairement, c'est là où je me suis découverte, où j'ai appris à être ma meilleure amie et être mon amoureuse, en fait. C'est m'apporter tout ce que j'attendais qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est voilà, des moments à soi, se faire des petites dates, se cocooner. Voilà, ça, c'est la base. Faire tout ça avec soi-même, quoi. Ouais, exactement, parce qu'on est les seules personnes qui passons le plus de temps avec soi tout au long de notre vie, quoi. C'est avec moi-même que je passe le plus de temps, c'est pas avec toi. Donc autant déjà travailler, autant travailler la relation à soi pour être dans une relation à l'autre et dans un couple. Voilà, c'est pour... en fait, l'idée de ça, c'est pour pouvoir, comme Anaïs disait, pouvoir s'aimer soi-même, comprendre ce qu'on peut apporter dans un couple plutôt que ce que l'autre va nous permettre de devenir. Et très souvent, on entend ma moitié, ou je suis complet que parce que tu es là, ou je suis heureux parce que tu es là, ma vie ne pourrait pas être aussi belle que par ta présence et par le fait que je la partage avec toi. En fait, le principe du travail personnel, il passe par justement découvrir que tout ça, on se l'apporte déjà nous-mêmes, qu'on est déjà une personne entière et non pas une demi-personne en attendant que de trouver l'autre moitié qui va venir nous compléter et qui, le jour où elle part ou si le jour il y a une séparation, qu'elle soit volontaire ou involontaire, hein. Moi je vois mes parents qui leur séparation c'était par le décès de ma mère par exemple, mais le jour où il y a une séparation qui arrive, et elle arrivera tôt ou tard forcément par un de ces deux cas-là, eh bien, de pouvoir continuer de vivre sa vie heureux, quoi. Et c'est aussi comme ça qu'on vit une vie de couple heureux, c'est parce que, en effet, comme disait Anaïs, on n'a pas besoin de l'autre, on a chacun notre vie heureuse, notre bonheur, chacun de notre côté, qu'on choisit juste de partager dans une direction commune. Et c'est ça le principe du travail personnel, parce que si on se lance dans une relation pour un peu les mauvaises raisons, à se dire j'ai pas envie d'être tout seul, ou j'ai pas envie de chercher, ou sans X ou Y personnes, je peux pas m'en sortir parce que si, parce que ça, et on peut même voir des raisons financières aussi pour payer un appart ou quoi que ce soit, mais... ça peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'il y a des embrouilles, parce qu'en fait le couple devient plus une équipe comme tu disais, mais juste deux personnes qui s'opposent en essayant de vivre ensemble, mais elles sont constamment en opposition parce qu'il n'y a pas cette harmonie, il n'y a pas ce désir d'aller construire quelque chose à deux, mais plutôt de s'imposer à l'autre comme écoute, moi ma vie elle est quand même super, mes avis sont super, et on va dans ce sens-là. Ouais, mais toi c'est peut-être pas le cas. Ouais, mais si je pouvais revenir juste 2 minutes sur ce que tu disais, sur le fait d'être dépendant de l'autre, et que des personnes qui disent, mais moi aussi je l'ai dit quand j'étais plus jeune, t'es toute ma vie, sans toi je ne suis rien, je n'existe pas. Mais aujourd'hui, si Eric me quitte,
clairement, je m'aime suffisamment pour ne pas dépérir et me dire Eric, c'était toute ma vie. Non, je suis toute ma vie. Eric est à l'intérieur de ma vie, mais s'il s'en va, un jour ou l'autre, je vais pas me laisser mourir et bien sûr que je vais être triste parce que aujourd'hui je l'aime d'un amour inconditionnel, mais j'ai appris à m'aimer bien avant. Donc si lui part, ça n'enlève rien de ce que je possède aujourd'hui. Parce que je te possède pas en fait, c'est juste... Oui, c'est ça. Voilà, donc... on a juste fait le choix mutuel de faire le chemin ensemble en fait. Voilà, c'est ça, c'est deux entités entières qui, ensemble réunies, forment une autre entité, une troisième entité qui est l'équipe, qui est le couple. Et l'un sans l'autre, on est quand même une personne et que, si, comme je disais, si toi tu me quittes aujourd'hui, j'aurai toujours mes rêves, j'aurai toujours mes ambitions, j'aurai toujours mes envies et puis je continue à avancer, même si, il faut vivre ses émotions, je serai triste pendant un certain temps. Au bout d'un moment, je m'aime suffisamment pour continuer à vivre et tu n'es pas le centre de ma vie. Ouais. Je suis le centre de ma vie, tu es à l'intérieur. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas... c'est assez bien résumé. C'est exactement ça. Donc voilà, la première étape, c'est vraiment de pouvoir faire ce travail sur soi-même. Alors après, nous, notre exemple, c'est que par nos chemins de vie respectifs, on a fait ce travail en dehors de notre propre relation à tous les deux. Même si on continue de le travailler, qu'on s'est tous les deux fait coacher, qu'on continue de le faire, qu'on le fera sûrement encore plus tard et régulièrement, on avait fait ce gros travail avant de pouvoir exprimer qui on était, découvrir qui on était, découvrir la valeur qu'on pouvait amener dans un couple par soi-même, celle qui était déjà à l'intérieur de nous. Maintenant, il y a beaucoup de couples aussi qui découvrent ça ensemble. Donc, nous, comme je disais, notre relation peut paraître beaucoup plus idyllique que certains parce que on n'a pas ces notions d'engueulade, on n'a pas ces notions d'embrouille. Parce que, en fait, on a des désaccords, ça c'est sûr. Il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où ça va pas, où tu te défoules un petit peu sur l'autre aussi. Mais c'est jamais violent, ni en termes de parole et encore moins en termes de physique. Alors ça, c'est vraiment inadmissible pour nous. Il n'y a aucune violence physique. Mais donc, on a ce que vous pourriez appeler des engueulades, mais en fait, nous, on aime plutôt appeler des désaccords. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour une raison qui fait qu'on est plus fatigué ou qu'on ne comprend pas, ou il y a des raisons qui font que quand même, voilà. Et du coup, on n'est juste pas d'accord. Mais à un moment donné, on revient toujours à ok, toi tu penses ça, moi je pense ça, j'ai cette émotion qui revient, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je prends telle ou telle chose de telle manière, parce que ça évoque en moi tel ou tel souvenir, donc tel ressentiment ou tel sentiment, ou tel blocage, ou telle peur, ou peu importe. Et du coup, on revient très vite à s'écouter en fait l'un et l'autre mutuellement, à comprendre, et c'est là où intervient le principe de l'empathie. Et c'est vraiment une règle d'or quand on commence à parler de relations interpersonnelles. Et là, en couple, c'est vraiment de pouvoir vraiment se mettre dans les chaussures de l'autre pour essayer de comprendre ce qu'elle ressent et pourquoi elle le ressent. Et pas imaginer que, mais non, mais je sais pas, par exemple... Pas faire de suppositions. Voilà, pas faire, et surtout pas imaginer ce que ce serait si c'est nous qui vivions ça. Ouais. C'est comme la douleur. Il y en a certains, la douleur, une petite piqûre d'écharpe, c'est une douleur atroce. Et il y en a qui vont pas la sentir. Et il y en a pour d'autres, il va falloir leur casser le doigt pour que la douleur soit ressentie au même niveau. Et ça, c'est très personnel. Et donc, estimer qu'un sentiment, une émotion, une douleur même, non, c'est pas important parce que tu comprends, moi, s'il m'arrivait telle chose, je le prendrais pas comme ça. Et ça, faut apprendre à ne plus le faire parce que du coup, on revient à dire ma vision est la seule bonne et toi, ce que tu penses et ce que tu vis, c'est de la merde. Mais ça, c'est un truc à développer, pas que dans le couple, c'est tout le temps. Accepter que d'autres personnes pensent autrement et qui ont des barèmes un peu différents des nôtres, en fait. Parce qu'une expérience de vie différente, parce qu'une enfance différente, parce qu'un travail différent, parce que voilà, on arrive tous avec des choses différentes en nous, un truc à bosser spécial. Et c'est sûr qu'au niveau... Que la différence, à un moment, elle se montre, mais il ne faut pas justement qu'on creuse nous-mêmes l'écart et qu'on se pose un moment, qu'on communique. La communication, c'est pas
C'est vraiment écouter l'autre et essayer de le comprendre. Vraiment essayer de comprendre, ok, explique-moi pourquoi tu penses comme ça. Et de vraiment essayer de se mettre à la place de la personne et Enfin, je sais pas ce que t'en penses. En fait, c'est plutôt d'essayer de comprendre non seulement ce qui se passe chez la personne, mais pourquoi ça se passe. C'est-à-dire que sur un détail du quotidien, qu'est-ce que je peux avoir en tête là tout de suite? Bon, ça va me revenir. Mais dans cette vision-là, le but, c'est vraiment d'aller chercher pourquoi en fait. Pas juste d'amener une solution. Ah bah tiens, il y a tel truc qui me saoule, bah fais autrement. Non, pourquoi ça te saoule? Pourquoi tu as cette émotion-là? Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce qui, dans ton histoire, en fait, fait que ça vient? On n'a pas un exemple, par exemple? Un exemple, par exemple on parlait d'écoute. Juste avant, on parlait justement de ce principe de l'écoute. Et quand on parle de communication, on parle certes d'exprimer des sentiments, mais aussi de les recevoir. De parler, d'exprimer des mots, mais de recevoir les mots. Et par exemple, moi, je sais que j'ai pas la faculté de faire 1 million de choses en même temps. Je peux, occasionnellement, mais quand il s'agit vraiment de comprendre quelqu'un, et donc là, de comprendre Anaïs, j'ai besoin d'être là, et puis de parler, d'écouter ce qu'elle me dit, et de pas faire autre chose, de pas étendre le linge, de pas préparer à manger, de pas... peu importe quoi. Et j'ai besoin de ça. Et moi, c'est tout l'inverse. A contrario, voilà, Anaïs. Moi, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai été élevée dans une famille. Je mets rien en cause dans cette famille-là, tout était parfait comme c'était. Voilà. Mais c'est juste que j'ai eu une maman qui faisait 10 millions de choses en même temps parce qu'elle n'avait pas forcément le choix ni la possibilité de faire autrement. Et du coup, le temps d'écoute, j'ai appris justement à reproduire le même schéma, c'est-à-dire de pouvoir écouter quelqu'un, lui parler tout en faisant 3 choses en même temps. Et ça ne veut pas dire que ma qualité d'écoute va être diminuée, mais par contre, c'est ce qu'Eric pense. C'est-à-dire que, mais combien de fois tu étais en train de me parler et puis d'un seul coup, je me lève et puis j'ai réalisé que j'avais un truc à faire, alors je vais dans le frigo, je sors ce truc, ou alors je vais caresser les cochons d'Inde ou un truc. Et en fait, pour moi c'était normal parce que pour écouter quelqu'un, j'ai pas pour moi forcément besoin d'être assis, ok vas-y parle-moi et puis d'être comme ça. Okay. Sauf que pour Eric, lui c'était vu totalement différent dans le sens où tu te fous de ma gueule, tu me dis pas ça comme ça, mais je te fais chier, quoi. Pourquoi tu t'en vas, pourquoi tu te lèves? Et il voyait ça comme un manque de respect. Ouais, c'était un peu, si je te dis quelque chose et que ça t'intéresse pas, dis-le moi, quoi. Mais juste te barre pas en plein milieu d'une phrase, parce que pour moi c'est compliqué à gérer, tu vois. Je l'ai tellement entendu, mais je l'entends encore un petit peu des fois, parce que ça se met en place de... Voilà, c'est pas tout de suite le problème est réglé et hop, on n'en parle plus. C'est que ça s'affine, ça se travaille sur le long terme. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a plein de petites choses qui se mettent en place et qui disparaissent, qui se transforment, qui se peaufinent, qui s'affinent comme un bon fromage. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça se passe comme ça aussi. Parce qu'on a appris l'un et l'autre, à un moment donné, à force que je fasse un petit reproche par-ci, un petit par-là, qu'elle me dise mais oui, mais non. À un moment donné, on s'est posé, je lui ai dit attends, écoute, moi quand tu fais ça, ça évoque telle chose en moi. Je me sens pas écouté, je me sens rejeté, comme quand je pouvais être plus jeune et que du coup on me disait un peu ferme ta gueule parce que là moi je suis en train de regarder les infos, me dérange pas parce que si. Et donc du coup, le seul moment où j'avais ce sentiment d'attention, c'est quand on était à un moment privilégié avec moi, en tête à tête, et que je pouvais m'exprimer, quoi. Et je dis c'est rare, alors je renie pas du tout l'éducation ni l'enfance que j'ai eue parce qu'elle était magnifique, mais c'est justement des petites blessures d'enfant qui reviennent surgir, que j'ai compris après coup. Et puis Anaïs, du coup, c'était pareil. Pour elle, le niveau d'attention max, c'était parmi l'activité générale de la maison. Donc pour elle, elle a le sentiment de me donner tout son niveau d'attention quand elle agit normalement, alors que moi, je ressens de la complète indifférence et de l'irrespect, parce que moi, c'est pas ça qu'on m'a appris. Mais si je lui avais pas expliqué comment ça s'était passé avant, si elle m'avait pas expliqué comment ça s'était passé avant, et que j'ai cherché à comprendre comme elle a cherché à comprendre pourquoi ça réagissait comme ça chez l'autre. Faut faire la détective, et l'enquêteur, c'est pas juste on nous fait un reproche, tout de suite ça vient toucher notre ego. Non, comment ça, moi je suis en train de t'écouter, tu me dis que je t'écoute pas, alors que je peux te ressortir les 10 minutes de ce que tu viens de me dire, je peux te ressortir mot par mot ce que tu viens de dire. C'est juste que ça fait
ça fait écho à quelque chose du passé de notre enfance. Et du coup, c'est bien d'en parler justement et de dire, ok, bah aujourd'hui, les faits, ils sont que moi je te parle, moi je t'écoute. Pourquoi tu penses que je t'écoute pas ? Quels sont les faits et quelle histoire tu te racontes en fait ? Et l'histoire que tu te racontes, c'est vu que je suis en train de lui parler et qu'elle se lève et qu'elle fait autre chose, ça veut dire qu'elle en a rien à foutre de ce que je dis. Voilà, ça c'est l'histoire que tu te racontes, mais c'est pas les faits. Exactement. Parce que les faits sont que j'ai appris à faire plusieurs choses en même temps et que j'ai pas besoin forcément de rester assise. Après, vu que je sais que c'est quelque chose qui le dérange lui et que moi ça me dérange pas c'est quelque chose que je peux faire attention. Je sais que depuis qu'on en a parlé de cette chose-là, je sais que moi, je vais faire attention à quand même moins provoquer ce truc en lui, en fait. Donc, quand j'ai vraiment quelque chose à faire, je lui dis « Attends, je t'écoute toujours, je préviens ». Chose que je faisais pas avant, je pouvais me casser et me lever comme ça. Et puis moi, inversement, quand il y a quelque chose qui est plus important qu'une petite discussion banale, quand il y a quelque chose de plus important, je fais « Attention, j'ai besoin que tu sois là ». Et dans ces cas-là, elle est au courant que oui, c'est mieux de rester ici, ou au moins dans le périmètre, mais pas d'aller dans l'autre pièce, avoir l'oreille tendue. Et voilà, donc il y a aussi, c'est comme ça qu'on j'ai envie de dire qu'il y a une vision là, et c'est comme ça qu'on se rejoint entre les deux, quoi. Et pas qu'il y en a un qui va imposer à l'autre sa façon de voir les choses. Donc c'est le compromis qu'on a trouvé, mais parce qu'on a appris à s'écouter. Ouais. Et ce temps-là, quel que soit le problème, je pense qu'on ne peut pas couper de le faire, en fait, cette investigation, cette enquête. Parce que si on ne comprend pas l'autre, on finira par justement être la personne qui va imposer son point de vue à l'autre. Et par rapport à ce que tu disais sur la notion d'équipe, aujourd'hui, le couple, c'est une entité à part. C'est vraiment deux personnes individuelles qui viennent former une autre entité. Et quand on est vraiment dans cet esprit entité-couple, les émotions de l'un, c'est les émotions de l'autre, les échecs de l'un, c'est ceux de l'autre, les victoires de l'un, c'est les victoires de l'autre. Et donc, il n'y en a pas un qui peut avoir raison sur l'autre. C'est soit on va tous les deux vers un bonheur, soit on va tous les deux se casser la gueule. Au final, ce qu'on veut vraiment, c'est que notre couple, il marche. Donc, la question à se poser, c'est que est-ce que je vais tout faire pour que mon couple, il marche ? C'est-à-dire écouter, communiquer, chercher à savoir pourquoi l'autre réagit comme ça alors que j'ai rien fait de mal. C'est chercher, faire son petit détective. Et si on aime réellement la personne et qu'on a envie que ça marche, on est prêt à faire ces choses-là. Parce que sinon, c'est faire l'autruche et ça ressortira, le problème ressortira dans tous les cas autrement. C'est-à-dire que le couple a ce truc de génial qui consiste à nous faire bosser les choses qu'on est obligé de bosser et qui flanchent un petit peu chez nous, quoi. Les trucs qu'on remet à plus tard, enfin... Vraiment, la relation de couple, ça sert vraiment à mettre en lumière des choses, des petites parties de soi qui sont pas encore, il n'y a pas totalement toute la lumière dessus, qu'on doit bosser. Et en fait, si on décide de pas le faire, si on fait l'autruche et qu'on se dit, non, ce truc-là, je m'en fous, c'est pas important, ça reviendra, ça fera effet boule de neige et ça reviendra juste plus tard. Donc autant s'en occuper tant que c'est frais parce que sinon c'est pire. Ouais. C'est un peu le principe de tout ce qu'on refoule en nous ou en termes de relations de couple, ou avec les amis ou avec d'autres, de toute façon. Mais c'est que si on laisse un peu notre pot de rancœur se remplir, le jour où il déborde, c'est la fracture, ça explose, c'est la séparation, le divorce ou quoi que ce soit. Alors que si on prend la peine de nettoyer régulièrement, de ne pas laisser les merdes s'accumuler, en gros... C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on n'explose pas, qu'on ne s'engueule pas. Parce qu'en fait, je vois l'explosion comme une cocotte minute qui a la soupape, qui siffle, qui souffle. Et à un moment, ça explose parce que c'est tellement sous pression que tout éclate d'un coup. Et le truc, c'est que moi, j'ai tellement vécu ça que j'en ai vraiment souffert. Et dans toutes les sphères de ma vie, que c'est un truc vraiment, je peux plus faire ça. Et que c'est quelque chose qu'on a bien compris tous les deux et qu'on met en place parce que c'est naturellement, on l'a compris et on l'a intégré en nous. Donc en fait, au sein du couple, forcément que ça s'est intégré tout seul. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas chez l'autre, qu'il y a un comportement, il y a une parole, il y a une pensée, il y a un truc qui est pas, qui ne me plaît pas, ou que j'ai un truc à dire, je le dis. Mais dans la plus grande des bienveillances, c'est pas des reproches. Ça, les reproches, il faut arrêter aussi les reproches parce que c'est... Forcément, quand on fait un reproche à quelqu'un, surtout à son compagnon, l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il se sent attaqué. Comme une huître, il se ferme. Et puis là, pour rouvrir, bonjour.
Donc c'est ça en fait, c'est ne pas laisser vraiment... à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, à chaque fois qu'on a un truc sur le cœur, ne pas laisser son cœur se remplir de plein de choses qui vont créer des failles, en fait, des fissures à l'intérieur de ce cœur. Et c'est les vider petit à petit. Et puis franchement, ça passe bien si on a les mots, si on est dans l'amour et si on vide ce petit truc dans le but de faire grandir notre relation et que ça se passe bien. Au final, ça peut toujours être que bien accueilli, mais sans utiliser le ton de la colère et des reproches, quoi. Ça, c'est vraiment un truc important. S'il y a un truc, s'il y a un truc qui est important que je dois te dire, on se pose, je t'en parle calmement. Et surtout, le truc que je te dis, c'est que ça, c'est un truc aussi, parler avec ses émotions. C'est-à-dire, quand tu fais ça, au lieu de dire un reproche, ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes coachés, c'est au lieu de faire un reproche, tu fais pas ça bien, c'est naze. Dire, moi, tu vois, quand tu fais ça, moi, je me sens triste, ça fait émerger ça en moi. Et là, tout de suite, l'autre, forcément, tu comptes pour lui. Donc, il n'a pas envie que tu te sentes triste. Ça fait jouer son émotionnel. Il se dit, là, ma copine, elle se sent triste quand je fais ça. Là, clairement, je vais faire attention, je vais prendre en considération ce qu'elle fait, ce que je fais, parce que j'ai pas envie qu'elle soit triste. Et c'est exactement comme ça que que tu abordes les choses avec moi. C'est que au début, tu faisais ça. Au début, tu disais range tes affaires. Exact. Ouais. Exemple, range tes affaires, tu me fais chier. Ça fait chier tes affaires partout. Et en fait, tu as transformé le truc en écoute, moi ça m'embête de voir ces affaires traîner. Je sais pas comment t'amènes le truc, mais en clair, il fait marcher. En fait, je comprends que ça l'embête vraiment et qu'il se sent pas bien. Que ça le perturbe, s'il y a des affaires à moi qui traînent, ça peut même l'énerver. Donc moi je me dis, non, je veux pas qu'il se sente comme ça. Du coup, je vais éviter de le faire. Et ça marche beaucoup mieux de prendre la personne par ses sentiments que par des reproches en fait et de la colère. Et puis c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, avec ce sentiment de compromis et pas d'imposer, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on va pas se mentir, il y a encore des affaires qui traînent. Ça, on peut pas le nier. Mais c'est aussi que il y a un effort de son côté de pas le faire trop ou de manière excessive comme ça pouvait être avant. Et moi, il y a ce côté aussi, et ça c'est super important quand on est dans une relation, quelle qu'elle soit, encore plus le couple, parce qu'on vit 100% ensemble, c'est de se dire l'autre n'agit pas pour nous faire chier. On est en couple, on est dans une équipe, on est dans une maison, un appart ou quoi que ce soit, et la première raison qui fait qu'on est ensemble, c'est l'amour. Et le principe de l'amour, c'est que l'autre n'agit pas pour nous faire chier. Donc même s'il y a un truc qui éveille en nous, en moi même en l'occurrence, mais quelque chose qui me déplaît, je pars pas du postulat que elle sait bien, hein, donc elle le fait, c'est juste pour me faire chier, pour voir ce que je vais dire, quoi. Non, il n'y a pas cette notion de défi, il n'y a pas cette notion de nous embêter, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc quand on part de ce postulat-là que l'autre n'agit pas pour me faire chier, ça... Tout de suite, ça fait redescendre déjà la pression et ça aide le dialogue à aller lui dire « Ok, moi, quand tu fais ça, ça me pose tel problème parce que si, ça. Mais d'un autre côté, j'aimerais savoir pourquoi tu fais ça. Pourquoi est-ce que toi, tu agis comme ça puisque clairement, je sais que tu le fais pas pour me faire chier. Donc, quelle est la raison ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce que tu y as déjà pensé ? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'on peut communiquer là-dessus, quoi, tu vois ? Et combien de fois, ce que tu me fais penser aussi, ça me fait... On voit les questions, hein, on va y répondre juste, on voit on va réagir. Ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à des fois, moi j'ai tendance à être un petit peu, des fois sous pression et en colère par rapport à quelque chose, beaucoup moins maintenant, mais ça l'a été à une période. Et en fait, je m'énervais, je te répondais pas forcément très bien, je perdais un peu patience avec toi. Et toi, ce que tu me disais, c'est que, en fait, t'as été génial parce que tu savais clairement que c'était pas contre toi. Oui. J'étais énervée à l'intérieur de moi et donc j'avais du mal à être saine dans mes conversations avec Eric ou dans mes réactions à ce qu'il me disait et tout. Mais j'étais énervée pour un truc qui avait rien à voir, hein. Et le but, c'est que Eric a été assez intelligent sur ce coup-là pour faire la distinction entre, ok, là, elle est énervée pour ce truc-là, et je sais que, là, comment elle me parle, c'est pas contre moi, c'est juste qu'elle a ce truc en elle qui fait boule de nerfs, là, et que je sais qu'entre nous, il y a de l'amour, elle m'aime, et ça sera jamais contre moi.
en fait. Et ça m'a toujours bluffé parce que clairement, c'est pas un truc qui est inné en moi, quoi, pour le moment. Après, chacun arrive avec ses outils plus ou moins travaillés. Donc, Moi, c'est ce que j'ai appris dans d'autres expériences de ma vie. Et il y a un truc qui me l'a simplifié, et c'était pourtant dans une relation amicale que j'ai vécu ça. C'était de se dire, de base, s'il n'y a pas l'expression claire que ok tu me fais chier, ok tu me casses les couilles, ok je veux plus te voir, je ne pars pas du principe que le comportement de l'autre veut dire ça. Ouais. Même si la personne ne me répond pas pendant des semaines ou des mois, même s'il y a des mots qui sont un peu plus durs, même s'il y a quoi que ce soit. Et au contraire, ce que j'ai appris encore plus dans la relation de couple, c'est vraiment que, en fait, j'ai envie de dire, quand les personnes agissent comme ça, mais remerciez-les en fait. Parce que ça veut dire quoi, une personne qui se lâche sur vous? Ça veut dire qu'elle est tellement en amour, tellement en confiance avec la personne que vous êtes, qu'elle est capable d'être 100% elle-même et qu'elle est capable d'être suffisamment à l'aise pour montrer cette vulnérabilité, cette colère, cette tristesse ou quoi que ce soit qui s'exprime face à vous. Et ça, si c'est pas le plus bel acte d'amour, bah qu'est-ce que c'est, quoi? Et c'est pour ça que à aucun moment, quand tu étais dans ces états-là, je l'ai pris pour moi. Parce que, ok, sur le moment, ça fait pas plaisir. Parce que le mental, il vient dire, ouais, t'as vu, elle te casse les couilles, ouais, t'as vu ci, ouais, t'as vu ça. Mais non, le vrai message derrière, c'est, elle est tellement à l'aise et en confiance avec moi qu'elle est capable de tout lâcher et que je suis son moyen de pouvoir évacuer la pression, justement, de la fameuse cocotte minute. Et donc, voilà. Merci de faire de moi cette personne-là. Merci d'être la personne avec qui tu es suffisamment en confiance pour pouvoir exprimer tout ça. Et puis, ce qui est incroyable, ce que tu fais, c'est que quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire que un moment, je gueule parce qu'il y a un truc qui m'a énervé et que j'ai besoin de sortir. Mais Eric, il est là, ok, bah vas-y, sors tout ce que t'as. Et il est juste là en train d'écouter. Et je sors, et je sors, et je sors. Et il sait que, bah, à un moment, je vais m'arrêter parce que j'ai plus rien à sortir. Mais s'il me stoppe en disant non, arrête, écoute, là, tu déconnes, allez. Déjà, le ton il monte, on part en engueulade parce que je me sens pas comprise et je me dis bah non, attends, ce truc c'est important, regarde comment ça me met, il faut que j'en parle. Donc, bah, ce qu'il fait, il s'assoit et puis il m'écoute parler et puis vas-y, sors tout ce que t'as à sortir. Quand je dois pleurer, bah vas-y, pleure. Et puis il me donne l'espace, il m'accueille, il me donne un espace accueillant pour que je puisse sortir tout ce que j'ai à sortir. C'est bizarre, ça fait que dans un sens, ça. Non, mais je pense que tu le fais aussi, sauf que tu le conscientises pas comme ça, mais moi aussi, quand... Mais après, ça peut s'exprimer. Moi, je me souviens avoir déjà dit plus d'une fois, écoute, là, je veux pas de tes conseils, je veux pas que tu répondes, juste laisse-moi râler, laisse-moi rager, laisse-moi faire ce que je veux, juste réponds pas, quoi. Okay. Ça peut se faire comme ça aussi. C'est-à-dire que soit c'est volontaire comme moi et je fais, bah vas-y, ok, je t'offre l'espace. Et il y a l'autre aussi où, bah, je te l'ai déjà dit, même il y a pas très longtemps, quoi. Je te dis, voilà, hop, là, j'ai juste pas besoin de conseils, j'ai pas besoin d'avis, j'ai juste besoin de lâcher. Et en fait, ne pas avoir peur de dire les choses clairement. Enfin, faut être honnête. L'honnêteté au sein d'un couple, d'une équipe, c'est... pour moi, le couple, c'est vraiment comme une équipe, en fait, une team de baseball, une team de basket. C'est que chaque partie doit se sentir à sa place, entendue, supportée et bien, en fait, pour que l'équipe marche bien. S'il y a un membre de l'équipe qui se sent délaissé, bah forcément, le truc, il est bancal. Comme l'histoire des poumons, pour que les poumons ils marchent, il faut que le poumon droit et le gauche marchent en symbiose et qu'il n'y en ait pas un qui soit pourri par de la fumée de cigarette. Et que... Voilà. Parce que tu fumes que d'un côté, toi. En bouchant une narine, ouais. Mais plus largement, si les poumons ils marchent bien, faut que le cœur marche bien, faut que les muscles marchent bien, faut que l'estomac, le système digestif, faut que tout le corps fonctionne bien. Et par tout le corps, on entend aussi l'esprit. Et pour que tout ça fonctionne, il faut nourrir tous les aspects. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Dans le couple, on nourrit tous les aspects, quoi. On nourrit Anaïs, on nourrit Eric, on nourrit l'entité globale en faisant des petits dates, en se faisant nos petites soirées tous les deux, en se baladant, en s'offrant aussi. On avait parlé dans l'autre live déjà aussi des 5 langages de l'amour, quoi. Mais en cherchant à comprendre aussi quelle est la preuve d'amour que l'autre est capable de recevoir. Et globalement, il y a différents sujets. Mais si on donne que ce qu'on aimerait recevoir,
Par exemple, on peut s'épuiser à donner, ouais. et l'autre n'aurait l'impression de rien recevoir en fait. Exactement. Par exemple, moi, ça m'arrive beaucoup en coaching ou en séance découverte avec des femmes de dire oui, bah, j'aimerais que mon compagnon, il m'offre plus d'attention, plus de machin, mais en fait, elle aimerait juste recevoir exactement la même forme d'attention que elle donne. Elle aimerait recevoir ce qu'elle donne. Mais on peut pas obliger quelqu'un à nous rendre exactement la même chose de la même façon qu'on lui donne, parce que ça se trouve, les câlins que je vais lui donner, ben lui en fait sa forme d'amour, ça va être de me faire des cadeaux. Et pour lui ça va être un truc incroyable. Vous voyez, il faut juste apprendre à parler le langage de l'amour de l'autre personne. Voilà, parce que si je ne connais pas le langage de l'amour, si je ne sais pas que lui, sa forme d'attention ultime, c'est les cadeaux, bah moi je vais lui dire, bah, à chaque fois qu'il m'offre un cadeau, mais j'en ai rien à faire de ton cadeau, moi je veux des câlins. C'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça, mais ça peut aussi marcher dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce que j'exprimais avant, c'était exactement l'inverse. À dire, bah, moi, par exemple, ce que j'aime, allez, c'est pas vrai, hein, mais ce que j'aime, c'est juste les cadeaux. Et donc, dans ces cas-là, bah, moi, ce qui va me faire plaisir, c'est les cadeaux. C'est pas les attentions, c'est pas les petits gestes, c'est pas les câlins, c'est pas les moments privilégiés. Et donc, du coup, bah, pour que moi, je puisse recevoir une preuve d'amour, eh ben, faut que tu m'offres des cadeaux. Et inversement, Anaïs, c'est de l'attention. Et donc, admettons que ce soit de l'attention. Des câlins, Et, du contact physique. Et donc, du coup, si elle reçoit autre chose que ce contact physique, bah, pour elle, elle n'a pas l'impression d'être aimée. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu ce truc dans l'autre sens, et ça peut être aussi valable de comprendre que vu que l'autre aime telle chose, par exemple les cadeaux, et ben que quand moi, si j'aime les cadeaux, je t'offre un cadeau, ça montre que c'est une preuve d'amour. Et toi, ça c'est plutôt en fait le fait que tu arrives à te mettre à ma place pour comprendre que c'est comme ça que je conçois l'amour, mais du coup, donc c'est pas l'idéal de ce que tu aimerais recevoir, mais c'est ce qu'il y a, et comprendre que ça c'est une marque d'amour. Ouais, c'est ça. Mais quand même, moi j'ai tendance quand même un petit peu à penser, donc je sais pas là si je suis en train d'essayer de convaincre qui que ce soit ou quoi, mais c'est de, en fait pour moi, ce qu'il faut c'est donner ce que l'autre est capable de recevoir, quoi. Ouais. C'est-à-dire que toi, si tu aimes de l'attention, je vais te donner de l'attention parce que je sais très bien que les si cadeaux... c'est en accord avec soi. Oui. Si c'est en accord avec toi. Faut pas que tu te forces, ni... voilà. Non, mais bien sûr, mais après c'est parce que mon but, ce sera de te donner une preuve d'amour, et que je sais que celle à laquelle tu es réceptif, c'est ça. Donc je vais te donner ce à quoi tu es réceptif. Alors que si je donnais un cadeau, parce que moi ça m'aurait fait plaisir, en fait à aucun moment je prends en considération qui elle est, ce qu'elle aime et comment elle réagit. Et donc la seule personne à qui je fais plaisir, c'est à moi. Parce que si j'offre un cadeau, bah moi en me mettant à sa place, j'aurais été tellement content de le recevoir que bah, j'ai l'impression de lui faire plaisir. Mais ça veut dire que je suis centré sur moi et que bah, y a que moi qui compte, et que ma vision et que ma façon de recevoir de l'amour, le donner, ainsi de suite. C'est pour ça que je pense qu'il est quand même important de repérer ce que l'autre aime pour pouvoir reconnaître quand il fait quand même l'effort d'offrir, de donner cette preuve d'amour. Mais c'est important d'être suffisamment dans l'empathie pour vraiment donner à l'autre ce qu'il aimerait recevoir, quoi. On a une question qui est hyper intéressante de Laure qui nous dit comment réagir, donc déjà réagir, si notre compagnon nous aime mais il n'est pas heureux dans le couple. Ben, à la place de réagir, essaye de le comprendre, pose-lui la question, pourquoi il n'est pas heureux dans le couple en fait ? Pourquoi il a l'impression de ne pas se sentir heureux ? Est-ce que déjà il t'a dit qu'il se sentait heureux, ou alors c'est toi qui te raconte une histoire par rapport à ça, qui interprète, hein ? Parce que quels sont les faits ? Pourquoi toi tu es amené à penser ça aujourd'hui ? Est-ce qu'il te l'a dit, ou est-ce que c'est toi qui... Bah, pas qu'il imagine, mais qui traduit son comportement dans le fait de dire suppose qu'il s'il agit comme ça, voilà, qui suppose, s'il agit comme ça, c'est qu'il n'est pas heureux, implicitement, parce que moi, dans la même situation, si j'agissais comme ça montrerait que je suis pas heureuse. Voilà, quoi. donc c'est dans les accords Toltec, ne pas faire de suppositions, c'est vraiment quelque chose c'est un poison mortel, les suppositions. C'est se faire des films sur ce qui n'existe pas. Et puis on se raconte souvent des belles pièces de théâtre, donc si tu penses qu'il n'est pas heureux, demande-lui pourquoi, et voyez comment vous pouvez trouver un terrain d'entente. Pourquoi il n'est pas heureux ? Ça veut dire que il y a des choses qu'il n'est pas épanoui. Comment est-ce qu'il pourrait être épanoui ? Ça se trouve, il a des envies qui ne sont pas abouties ou exprimées aujourd'hui, qui ne sont pas abouties.
ça se trouve il n'est pas suffisamment écouté. Voilà, faire la petite enquêtrice, fais l'enquêtrice et va chercher justement pourquoi il n'est pas heureux et parlez-en tous les deux, toujours dans le sens de une équipe. C'est vraiment, je veux, aujourd'hui, si moi je vais bien, il faut que mon conjoint aille bien parce qu'on est dans une équipe et que si la personne en face de moi va mieux, moi je vais mieux aussi parce que on vit ensemble en fait. S'il y a une personne qui va pas bien, enfin on vit à deux dans la maison et puis s'il y en a un qui est déprimé, qui est pas bien, qui est pas heureux, forcément ça va impacter l'autre et inversement. Donc forcément en travaillant là-dessus sur ton conjoint, ça va travailler sur toi aussi, ça va améliorer votre relation et toi aussi par ce biais-là. Et puis il y a aussi une chose, c'est que Salut Samantha. L'un est toujours le miroir de l'autre, quoi. Donc en fait, déjà, si tu arrives à repérer que lui n'est pas heureux dans la relation, il se peut que toi non plus, pour des raisons X ou Y. Déjà par le fait que lui ne le soit pas. Donc du coup, ça peut créer une tension. Mais après, du coup, étant chacun le miroir de l'autre, ce qui peut se passer aussi, c'est que pour l'amener à se confier, à faire tout ce qu'Anaïs a dit juste avant, c'est de toi prendre cette posture et de lui offrir le cadre de bienveillance, le cadre d'ouverture. Et comment tu peux faire ça ? Exprime tes sentiments. Prends un moment qui est hors colère, hors embrouille, hors de tout ça, un moment où vous êtes tous les deux au calme. Et tu viens peut-être lui dire, voilà, moi maintenant j'aimerais pouvoir discuter d'un sujet avec toi parce que ça me travaille un petit peu. Et de dire, voilà, je vois telle chose. Moi je me sens de telle manière. Donc tu dis ce que tu perçois, les faits, comment tu le vis et comment tu le ressens tout ça. Qu'est-ce qui se manifeste en toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et une fois que c'est fait, tu lui exprimes que peut-être la relation n'est pas tout à fait comme tu as envie qu'elle soit. Et dans ces cas-là, tu lui dis, ok, moi j'aimerais que notre relation, aujourd'hui, elle évolue de telle manière, dans telle direction, qu'on fasse telle chose ou telle chose. Et tu peux lui exprimer ce que tu es prête à faire pour faire ça. Tu peux lui exprimer aussi comment tu as été impliqué dans le fait que la relation soit dans l'état actuel d'aujourd'hui. Et lui dire après, moi j'aimerais faire ça. Et donc pour arriver à ça, j'aimerais mettre ça en place, j'aimerais faire ça, j'aimerais qu'on partage ça, j'aimerais qu'on construise ça, et ainsi de suite. Et ensuite, tu lui donnes cet espace de lui dire, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Et toi, où est-ce que t'es prêt à aller ? Que l'autre se Et sente toi, considéré aussi et que son avis compte. C'est ça. Parce que ce que tu peux maîtriser toi, c'est je réagis par rapport au terme comment je peux réagir. C'est qu'en fait, si tu réagis, tu subis. Alors que si tu agis, tu es maître de la situation, maîtresse. Et la seule personne que tu peux maîtriser, c'est toi. L'autre, tu peux que l'inviter à te rejoindre sur un endroit que tu auras déterminé et ensuite faire le compromis de vous rejoindre à mi-distance si jamais vous ne voulez pas aller dans la même direction. Tu vois ? Voilà, là elle dit du coup, oui, il me l'a dit qu'il n'était pas heureux, j'ai fait l'enquêtrice, il est complètement perdu et a besoin de temps pour comprendre. Du coup, on est séparés pour tout l'été, je ne sais pas quelle va être la décision finale. D'accord. Du coup, je culpabilise de ne pas rendre... Ah, intéressant. Du coup, je culpabilise de ne pas rendre heureux une personne. Qu'ai-je fait de mal ? Oula, ok. Alors que ça peut venir de lui, non ? Merci infiniment pour ces précieux conseils. J'absorbe tout. Absorbe ce qui résonne pour toi et ce qui est juste pour toi. Moi, je dirais le seul truc que tu as fait de mal, si on peut dire que tu as fait de mal quelque chose, mais tu es plutôt dans un processus d'enseignement de quelque chose par rapport à toi, c'est de penser que tu es responsable de quelque chose d'une autre personne. Du bonheur de quelqu'un d'autre. Responsable... T'imagines la responsabilité qui est énorme. Déjà, on a du mal soi-même à être heureux pour nous. Mais comment être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre ? C'est son job à lui, c'est pas ton job à toi. C'est pas toi qui dois le rendre heureux. C'est lui qui doit être heureux lui-même. Et ensemble, vous êtes heureux ensemble. Ouais. Mais c'est pas grâce à quelqu'un que... C'est pas grâce à Eric que je suis heureuse. Je suis encore plus heureuse avec toi au quotidien. Mais c'est pas parce qu'il est là que je suis heureuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Eric, il part. Du jour au lendemain, il me quitte. Ça y est, je suis pas heureuse, non, je suis déjà heureuse moi-même parce que je sais, j'ai appris à m'aimer, j'ai un boulot qui me convient, j'ai des rêves, j'ai des projets et que tout ça, ça me rend heureuse. Et toi, le truc que je vois vraiment en toi, c'est d'apprendre à être une personne entière et de comprendre que
t'as rien fait de mal en fait. T'as rien fait de mal et que tu n'as pas à rendre des personnes heureuses. C'est pas ton job. Ça, c'est ce que tu me dis un petit peu. J'ai l'impression que tu veux faire l'infirmière. Le syndrome, on l'a beaucoup. Hein. Le syndrome du sauveur, de la sauveuse, qui voit quelqu'un dans la relation de couple qui ne va pas bien. Et du coup, bah, on fait tout pour que cette personne, elle s'élève, elle aille mieux. Et on la guérit. Mais c'est pas à nous de la guérir. On peut lui donner... on peut la guider pour qu'elle se guérisse, on peut lui poser les bonnes questions, on peut l'accompagner, être un soutien, être là, mais c'est à lui de faire le boulot parce qu'il ne tirera jamais les mêmes enseignements, les bonnes leçons si c'est toi qui fais le boulot à la place et dans tous les cas, tu ne pourras jamais faire le boulot à la place de lui. Donc là, aujourd'hui, Laure, c'est vraiment clairement savoir qu'est-ce qui ne lui va pas dans votre relation à deux, qu'est-ce qu'il a comme reproche ou voilà, des choses qui ne lui conviennent pas. Et voir si vous pouvez fonctionner tous les deux, trouver un terrain d'entente. Forcément, si vous avez des envies totalement différentes, c'est-à-dire moi je veux vivre au Canada et puis l'autre il veut vivre en Afrique, ben là effectivement pour répondre aux besoins de chacun, forcément la vie en couple n'est pas possible. Mais voilà, avant de partir dans des extrêmes, voir qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait vous rapprocher. Et du coup, ça implique que lui soit aussi autant ouvert à la discussion que toi et autant ouvert à l'envie de comprendre qui tu es, quelles sont tes aspirations et que vous ayez chacun en fait pleinement conscience que seul votre pouvoir est entre vos mains et que en cherchant à le rendre heureux, déjà tu te mets un poids qui est monumental sur les épaules parce que c'est quelque chose que tu pourras quasiment jamais réaliser, mais en plus de ça, tu lui retires le pouvoir de faire la démarche, d'être heureux par lui-même, d'aller chercher par lui-même, d'aller faire une thérapie ou un accompagnement ou peu importe quoi par lui-même, d'avoir ce temps aussi avec lui. Là, apparemment, vous êtes séparés pour l'été, mais du donc coup, là, c'est ce qu'elle dit, c'est que besoin, voilà, je prie pour que cette pause nous apporte que du positif. Pense à toi, nourris-toi toi-même et ouais, réfléchis, mais pas trop en fait, juste... prends du temps pour toi, pour réfléchir, pour vivre et pour te découvrir surtout, et voir que non, c'est pas ton job de rendre l'autre heureux, c'est ton job de te rendre heureux toi, te rendre heureuse toi. Et même les attentes, tu vois, tu pries pour que ça apporte du positif, tu vois, même ça, c'est une attente qui peut être malsaine pour toi, parce que ça implique aussi que tu as besoin de ça pour être heureux. Voilà, c'est ça, c'est que tu es en l'attente d'un résultat que tu as imaginé pour exprimer que ça va être cette situation qui va te rendre la plus heureuse possible. Et donc la situation serait que lui ouvre les yeux, qu'il voit les choses comme toi, ou au moins un petit peu, pour pouvoir ensuite reprendre cette relation. Mais ça se trouve, le positif, ce sera en effet de retourner avec cette personne, mais ça se trouve, le positif, ce sera que vous soyez séparés et que vous n'ayez pas perdu plus de temps ensemble. Ça se trouve, c'est absolument génial ce qui est en train de se passer, aussi bien pour lui que pour toi, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à prendre ce temps pour toi, voir ce que tu peux t'apporter, lui offrir un espace pour qu'il puisse discuter et te rejoindre là où tu as envie d'être rejoint, et de lever les attentes. Parce que la vie, en gros, est toujours très bien faite, que même si tu ne comprends pas les choses maintenant, tu verras que ce soit avec lui ou sans lui, le meilleur est à venir pour toi. T'es en train de vivre une expérience qui va t'apprendre beaucoup de choses, et même si tu ne le vois pas maintenant, tu tireras les enseignements de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui plus tard. Tu vas le comprendre, mais plus tard. Et c'est nécessaire pour ton évolution. Ça fait partie du processus de l'enseignement. Il y a Thomas qui nous dit: comment vous êtes-vous rencontrés? Est-ce que la relation était forte et évidente dès le début? On va pas trop, il nous reste 10 minutes, donc clairement on s'est rencontrés, pour faire simple, en école de naturopathie. Et moi au début je voulais pas me mettre en couple, parce que j'avais vécu des choses assez atroces avant, et donc j'ai décidé en clair de partir prendre soin de moi et de, exactement comme Laure, de créer mon bonheur moi-même et de comprendre et intégrer, pas le comprendre parce que je l'avais déjà compris mais je l'avais pas encore intégré, d'intégrer ce concept de je m'apporte tout ce que j'ai besoin que quelqu'un d'autre m'apporte. Au final, je suis la seule personne qui peut me l'apporter, ça. Et être bien moi-même, m'aimer moi, avant d'être avec quelqu'un d'autre dans une relation. Et c'est à partir du moment où j'ai fait ce travail sur moi-même que Eric est arrivé dans ma vie, parce que j'étais prête, tout simplement.
Et est-ce que notre relation était forte et évidente dès le début ? Oui. En fait, quand on s'est rencontrés, moi j'avais l'impression qu'on ne s'est pas rencontrés, on s'est juste retrouvés. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Je sais pas où vous en êtes au niveau de votre spiritualité et des âmes, etc. Mais moi, je sais que il y a plusieurs... je crois, j'ai la croyance extrême que on est des âmes qui se réincarnons, qui venons tester, qui sommes dans un corps physique. Et qu'il y a des âmes qui, leur but, c'est de se retrouver et puis qui vivent des choses dans des incarnations particulières. Et qui se retrouvent à un moment donné dans une vie, et puis là on sait pas pourquoi, mais ça match, c'est évident. Et généralement, des choses comme ça, c'est qu'on se connaît déjà d'avant et qu'on fait juste que de se retrouver en fait. Donc oui, ça a été évident dès le début, et ça a été vraiment, vraiment très très fort dès le début en fait. Ouais. On a vraiment construit quelque chose de solide. Oui, Pauline, elle disait, est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Oui, je l'ai vue Pauline, c'est juste qu'elle était au début et du coup on l'a zappée. Quels sont vos conseils ou retours d'expérience pour ne pas se faire bouffer par le quotidien ? Et ne pas oublier le pourquoi on est en couple, la petite étincelle du début. Alors, il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus, mais déjà, pour pas se faire bouffer par quelqu'un... Par le quotidien. Excuse-moi, par le quotidien. En fait... Ouais, alors quand tu dis du quotidien, je suppose que c'est du quotidien de couple en fait. C'est-à-dire que en fait, exactement la routine, c'est-à-dire ne pas avoir assez de temps à se consacrer à son copain, à son partenaire, créez-le ce moment. Au lieu d'être tous les soirs en train de scroller sur Facebook, mais moi aussi je le fais, on le fait tous, mais au lieu de passer 1 heure au chiottes devant YouTube, allez vous promener dans un parc et créer du lien tous les deux et créer des choses qui sortent un petit peu. Voilà, faites-vous un petit date. Des fois, nous, on se fait des dates, on se fait des rencarts amoureux, comme au premier jour, on part, et puis on n'a pas de téléphone, on n'a rien, et on crée encore plus de liens, on entretient cette complicité. Mais vraiment, donc bouffer par le quotidien, ça veut dire que, en clair, tu te places pas au centre de ta vie, et tu laisses les choses prendre le dessus sur toi, ton travail, les enfants, la télé, les infos, tout ce que tu veux. C'est comprendre que non, c'est toi qui dois maîtriser tous ces éléments et c'est pas ces éléments-là qui vous maîtrisent vous. Ouais. Le plus important pour vous, c'est vous. C'est pas, c'est une question de priorité. Est-ce que mon couple aujourd'hui c'est une priorité pour moi ou est-ce que c'est mon boulot qui est ma priorité ? Au final, qu'est-ce que tu retiendras au fin fond de ta vie quand tu auras 90 ans ? Est-ce que c'est ton job ou alors c'est ta relation de couple qui aurait pu mieux fonctionner parce que voilà. Donc ne pas oublier le pourquoi on est en couple, en fait, ça je dirais, c'est bien de ne pas oublier le pourquoi, mais c'est bien de le faire évoluer aussi. Parce que tout dans la vie évolue, y compris le couple, y compris toi. Et du coup, pourquoi tu étais au début avec cette personne ne veut pas dire que c'est encore pour la même raison que tu es aujourd'hui. Et cette étincelle que tu as eue au début, ce qui est bien, c'est de la faire vivre. Imagine par exemple, dans ta cheminée, tu as mis une étincelle de départ pour faire démarrer le feu sur ta petite paille, ton petit bout de paille, et puis tu as fait démarrer un feu avec une bûche. Et si régulièrement tu remets pas du bois, que tu n'alimentes pas le feu, que tu mets pas un petit coup de soufflet pour refaire repartir les braises, quand il arriverait le moment où tu l'as laissé un peu s'étouffer, eh bien, en fait, cette étincelle, ce que je veux dire, c'est qu'elle s'entretient. Et si tu fais pas ça, forcément, le feu s'arrête. Et pour que le feu continue, pour que l'étincelle puisse être entretenue, il faut continuellement, en fait, continuer à te prioriser toi d'abord, c'est-à-dire qu'est-ce qui répond à mes besoins pour être bien moi, pour qu'ensuite on réponde à nos besoins parce ensemble. Parce que si t'es pas bien avec toi-même, si t'es pas heureuse avec toi-même, tu seras jamais heureuse dans ton couple. Oui. Donc apprenez tous les deux à être pas bien durablement. Non, tu peux pas être heureuse dans ton couple, tu peux pas être heureuse si t'es pas heureux toi-même avec toi-même. Ce que je dis pas durablement, c'est parce qu'il viendra le moment où tu seras heureux parce que tu seras dans un concept ou dans une idée, mais en t'oubliant. Et le temps que l'épuisement vienne, c'est-à-dire que ton bol de merde, comme je disais tout à l'heure, arrive à saturation et qui déborde, en fait tu auras un semblant de bonheur pendant ce temps-là et après ça va casser quoi. Et donc c'est pour ça que ça reste qu'un semblant de bonheur. Et pour que du coup il dure, c'est ce qu'Anaïs disait tout à l'heure, c'est-à-dire que
Pimenter la vie quotidienne, en fait. Pimenter ou entretenir, quoi. Entretenir, pimenter, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, faire cette sortie en VTT que vous parlez depuis tant de temps mais que vous n'avez pas fait, vous faire un petit week-end en amoureux, sortir du quotidien, en fait, ne pas laisser le quotidien vous avoir. Et déjà, si vous pensez comme ça, que le quotidien vous bouffe, bah forcément, il va vous bouffer. Hein, on attire, on crée ce qu'on pense. C'est ça. Le quotidien, il nous bouffe parce qu'on le laisse nous bouffer. Si on reste dans la responsabilité de soi-même, de son bonheur, dans la responsabilité de faire vivre cette entité de couple, cette entité familiale, peu importe la notion de groupe qu'il y a, eh bien, si on est responsable du fait qu'elle peut se dégrader, on prend conscience qu'on est responsable aussi du fait qu'elle soit entretenue. Et donc, qui va l'entretenir? Si c'est pas toi qui entretiens ton couple avec ton copain ou avec ton mari, mais qui va le faire? Donc du coup, c'est là que le quotidien te bouffe et que la situation, la relation se dégrade, parce que tu as dit à un moment donné, ok, on est en couple, c'est acquis, c'est figé, et du coup, go, on va vivre. Mais si on n'entretient pas cette étincelle, si on fait pas des choses un peu nouvelles, sans forcément dépenser de l'argent, ça peut être juste une sortie à la place de regarder un film. En ce moment, il fait beau, tu vois. On n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Martine dit, le psychologue. Oui, pourquoi pas parler et puis avoir des avis extérieurs, parce que généralement, quand on est trop dans la situation, quand on a le nez dedans, on voit pas plus loin que son nez. Donc c'est bien d'avoir un avis extérieur et pourquoi pas un psychologue. Effectivement, après, bien choisir son psy, choisir son coach, faut en parler à des amis, mais communiquer déjà entre vous. Et si vous trouvez pas entre vous des solutions, demandez des solutions, demandez des conseils, demandez d'être guidé à l'extérieur. C'est ok de demander de l'aide, hein, enfin de demander, voilà, à un moment, ce n'est pas se rabaisser de demander de l'aide, c'est un acte d'extrême courage. Clairement, c'est de dire aujourd'hui, je n'ai pas tout en ma possession pour arriver à ce que j'ai envie d'arriver. Donc, je sais qu'il y en a d'autres, c'est leur métier, c'est leur domaine. Je vais leur demander au lieu de perdre 10 ans. Je vais perdre 1 an. C'est clair. Après, il nous reste donc 3 minutes. Donc déjà, merci pour les gens qui nous ont dit qu'on était inspirants, qu'on était beaux, qu'on a répondu à vos questions. C'est vraiment un peu Alors le but, pas d'être beau, mais le but, c'est vraiment de pouvoir vous éclairer le plus qu'on peut. Et il y a 1 ou 2 petits tips, par exemple, qu'on peut vous donner pour justement travailler ce niveau d'écoute. Nous, il y a un truc qu'on a appris en séance de coaching et qu'on a pratiqué occasionnellement, c'est de s'offrir aussi un espace de parole. Par exemple, auprès de vous, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, faites un petit ce exercice. pourquoi vous êtes à l'aise et vous êtes juste dans une posture d'écoute de l'autre. Offrez un espace à l'autre, chacun, et jouez ça à tour de rôle. Vous mettez le chrono, chacun parle 5 minutes ou même 10 minutes. Et pas de réaction, pas de conseils, pas de trucs comme ça. C'est vraiment juste l'opportunité à l'un d'écouter, d'être dans la position de celui qui écoute, et l'autre dans la position de je peux dévoiler des choses, je peux parler parce que je sais que je ne serai pas jugé, que je ne serai pas conseillé ni quoi que ce soit et que je vais pouvoir déballer ce que j'ai à déballer. Voilà. C'est vraiment écouter l'autre sans penser, sans que ça réagisse, que ça fasse réagir des choses en nous. Juste l'écouter et l'entendre. Voilà. Entendre ce qu'il a à dire parce qu'on peut écouter sans entendre. Et le pouvoir magique aussi, deuxième truc, ce qui nous reste vraiment un peu de temps avant de dire au revoir, c'est un truc qui est super et qu'on fait souvent, nous, c'est merci, je t'aime. Ouais. Et on peut partir sur un premier truc, d'être reconnaissant pour l'autre, de tout ce qu'elle nous apporte, de qui elle est, de ce qu'elle fait. Merci pour qui tu es, merci de m'offrir cet espace d'écoute, merci de m'accompagner sur mon chemin, merci de me comprendre, merci de m'accepter. Et vous personnalisez tout ce que vous voulez et de dire je t'aime derrière. Je t'aime pour toutes ces raisons-là et l'autre fait pareil. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que parfois on se le fait juste comme ça. Ouais. On dit un truc, on fait un truc, on se regarde, on fait merci, je t'aime. Et on sait que ça implique tout ce qui peut être contenu dans ce merci, je suis reconnaissant pour et je t'aime tout court. Je t'aime inconditionnellement du coup. Sans condition. Vous réunissez, on ressent que vous êtes heureux. Bah oui, voilà. Vous voyez. Et c'est pas que le soleil, c'est nous. on a cultivé notre propre soleil intérieur qui brille sans nuages. Oh là là, je suis vraiment dans les métaphores aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est beau, franchement. Donc ouais. Et merci à vous. Ouais, merci à vous d'avoir été là. Et on vous aime aussi. Du coup, merci, je t'aime. Je vous aime. On vous aime.
Merci d'être là, merci de nous permettre aussi de nous exprimer, merci d'être réceptif et d'être en action et en communication avec nous pour nous partager vos questions et tout. Ouais. Et Comme puis, dit Martine, amusons-nous parce que la vie c'est un jeu et on est là pour kiffer, expérimenter. Exactement. Et pas se prendre au sérieux. Voilà. Alors du coup, gros bisous, à très vite.